Bastogne, le 31 décembre 1944. Une fois n'est pas coutume, je sors ce matin les pieds dans la neige. En arrivant au centre, c'est le branle-bas de combat. D'un côté, les élèves qui se préparent à partir dans des endroits plus proches de leur famille, et d'un autre côté, les réfugiés qui affluent par centaines. On ne sait plus où les placer. Il y en a partout, entassés, une couverture sur les épaules et le nez plongé dans une tasse fumante. Les étudiants, heureux sans doute de retourner auprès des leurs, ont spontanément entonné des chants d'espoir. Les réfugiés ont repris en chœur. Mon Dieu, qu'il y avait longtemps que je n'ai entendu chanter avec une telle ardeur. Un peu de baume au cœur. À l'hôpital, les médecins et infirmiers américains s'affairent autour des nombreux blessés venus d'Hasnois et de Remagne. Les mines allemandes déchiquetent les membres de ces jeunes Américains qui au mieux seront des invalides. Un soldat dans le fond m'intrigue. Il garde un papier dans la main. Une lettre apparemment couverte de sang. Il se cache les yeux du bras droit. Il sursaute lorsque je pose ma main sur sa poitrine. Je lui parle doucement. Il me tend la lettre. C'était l'annonce de la naissance de sa petite fille. I'll never see her. Je ne la verrai jamais. Les larmes creusent leur chemin dans la boue collée au visage. Le médecin chirurgien se penche sur lui et me dit « Préparez-le, je m'en occupe. » C'est le soir qu'il reviendra, sonné par les anesthésiants. Le médecin me lance un clin d'œil rassurant. On verra demain. Je rentre chez moi. Je m'écroulerai sur le lit de fortune et le reste, je le confierai au destin ou à Dieu, comme on veut. Mais quand je rentre, une bougie donne un halo bien faible dans la cave. 3 soldats américains harassés sont affalés dans les couvertures qu'ils se sont partagées. « Happy New Year! It's your house ?» Ils ne m'ont pas semblé bien dangereux. Je leur ai préparé du café et des tranches de jambon qui séchaient dans la cheminée de la cuisine. Après des remerciements, je les ai quittés et je suis retournée à la Croix-Rouge. Il y aura bien un petit coin pour dormir. L'ambiance qui m'entoure est indéfinissable. Le malheur l'emporte largement sur le bonheur, c'est certain. Mais j'ai tellement envie de m'accrocher à ce bonheur infime. C'est une question de survie. Ce 31 décembre, le général Eisenhower ordonne à Montgomery d'attaquer les Allemands par le front nord. Ce même jour, les premiers Allemands du groupe Kordzeny, qui s'étaient déguisés en soldats américains, sont fusillés. En cette veille de Nouvel An, le village de Moircy est au cœur de la bataille. À quelques kilomètres de là, à Remagne, la situation est un peu plus calme, même si le village est occupé par les Allemands. Les Américains étaient dans le bois, à 1 kilomètre au maximum d'ici. Ils étaient dans le bois, ils voyaient tout ce qui se passait ici. Et il y avait un petit avion là au-dessus, et c'est lui qui repérait tout et qui guidait le tir. Et chaque fois qu'ils étaient rebourrés d'un côté, il les talonnait de ce côté-là, il allait de l'autre côté, on les retalonnait. De temps en temps, les tirs d'artillerie atteignent les habitations. Un jour, on est en train de dîner, l'escalier du grenier qui arrive sur la cuisinière. Donc, on a trouvé tout le bazar là-dessus. Et on était ici à combien? Ben, on était à 7, 8 et 5 de Bastogne, qui était déjà venu se cacher, qui avait déjà été pillé et brûlé à Bastogne. Et ils étaient revenus ici. Le frère à maman et les enfants. Et puis après, bon, on entendait bombarder. Ben, on entendait le départ de l'obus. On entendait boum, paf, boum, paf. Allez, à la minute, ça arrivait. Hein. Eh bien, on se sauvait à l'écurie. C'est voûté, mais et puis il y avait de la récolte jusqu'au toit. Et puis après, on se cachait en dessous des bacs.
la maison Hartmann est occupée par un poste de commandement allemand. Maman me dit, il y a tous les habits pour se changer dans le placard. Il y avait un ancien placard ici à la chambre à côté. Tous les habits sont là. C'était rempli d'Allemands ici. Je demande à maman demande à l'interprète qui était là. Oui, on va les chercher, on va les chercher. Le lendemain, rien. On redemande à l'interprète. Oui, on va aller les chercher, on va les apporter, rien du tout. Un peu plus hasardeux qu'un autre, je démarre et j'arrive ici. Ici, c'est comme un grand piano. Là, c'est un petit qui... C'est de l'électricité, là, et il était qui tournait, comme un dynamo, rempli de fils qui arrivaient. C'était les postes avancés, quoi, puisque à 100 mètres, c'était peut-être des Américains qui étaient là. J'avance, je passe à côté de celui-là qui était là à côté. J'entre ici. Je suis ressorti avec un bon coup de pied au derrière, hein? Sans habit, hein? De l'autre côté de la route, une autre habitation est aménagée en poste de secours. La maison ici à côté, ils ramenaient des blessés. 2 jeeps, avec deux civières au-dessus et 2 civières en dessous. Ils les entraient par la porte et ressortaient directement par la fenêtre. Et puis ils refoutaient le camp dans des ambulances vers la France. C'était pour les endormir, là, le premier soin. Là. Et on les entendait hurler. À Moircy, avant les heures tragiques de cette fin décembre, le village était occupé par les Allemands. Vers le soir, donc deux soldats sont présentés à la maison, les 2 seuls que nous avons eus à l'intérieur. Ils sont arrivés au moment du repas du soir. Apparemment, la faim se faisait sentir chez eux aussi. Ils ont vu des pommes de terre réchauffées sur la table. Ils ont eu envie de nourriture chaude, mais sans agressivité. Ils ont fait comprendre à maman qu'ils voudraient bien les pommes de terre en échange de boîtes de conserve qu'ils avaient dans leur sac. Il y avait une cuisine, donc allemande, qui est venue se mettre derrière la maison, chez nous, et qui faisait la popote pour tous les soldats. Oui. Et mon papa avait un moteur à essence, je n'ai pas oublié. Alors, il n'avait plus d'essence pour faire les moteurs. Ça fait que, il dit à l'Allemand, nix benzine, qu'il dit. Hein. Oui. L'Allemand, en se cachant, était chercher un bidon d'essence et lui a donné, mais il fallait qu'il transite le bidon et lui rentre la chose. Le 30 décembre, les Américains prennent littéralement le village d'assaut et font reculer les Allemands maison par maison. Les premiers, c'était des fantassins, donc. Ils descendaient le petit chemin là derrière. Et ils sont rentrés dans la maison par l'arrière. Ils sont venus où nous étions à l'étable. Ils ont demandé à l'oncle, le frère à maman qui était avec nous, de passer devant eux pour aller visiter les tâches et le fenil. Puis ils sont redescendus. Mais c'était des hommes qui avaient peur comme nous, la même chose. Ils avaient bousculé le casque vers l'arrière. Ils n'avaient plus que la mentonnière qu'ils tenaient. On voyait transpirer. Les Américains décident de rassembler les civils dans la maison Le Riche. On est venu nous chercher à la cave, nous autres. Hein? Oui. Il n'y avait plus de clôture, plus rien du tout. On traversait tout le village comme ça. On a été chez Le Riche, la plus vieille maison du village. Ah oui. D'un côté, il y avait les prisonniers allemands. Et de l'autre côté, c'était les Belges, quoi. Ah oui. Je ne sais plus combien est-ce qu'on était, si mes souvenirs sont bons, on était une 70. Oui, là-dedans, oui.
C'était juste rien du tout. C'était des perches dans les écuries avec un peu de foin dessus. Et on était dans les vaches, on était partout. Hein. Cette nuit du 30 décembre, plusieurs maisons du village sont incendiées par un char allemand. Dans la maison Le Riche, où les civils sont confinés pendant 3 jours, on tente de garder le moral. De temps en temps, le vieux garçon, quand il n'entendait plus rien, il soufflait comme les obus allemands, parce qu'ils soufflaient, les Allemands. Hein. Non, les obus allemands faisaient tchouk 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 tchouk, et les Américains, ça sifflait. Oui. Eh bien, lui, il faisait comme les obus, quoi. Hein. Oui. Les jours suivants, le petit village de Bonnerue va être la cible de violentes attaques. Les Américains de la 87e division d'infanterie veulent à tout prix s'emparer d'un point stratégique, le carrefour de Piron-Pré, défendu âprement par les Allemands. Les combats vont durer plusieurs jours. Alors que les soldats américains ont installé un point de ravitaillement devant la maison Grandjean à Moircy, un Canadien informe brièvement la famille de la situation. Il nous a seulement dit qu'il conduisait toujours des hommes. Parce qu'il avait un véhicule, conduisait les hommes sur Bonnerue, mais qui n'en ramenait jamais. Donc ils n'étaient pas tous morts, mais en tout cas, il y avait des blessés, il y avait beaucoup de pertes. Après le combat, les civils découvrent un village de Bonnerue totalement dévasté. On a vu tout ce qui s'était passé, c'était presque l'apocalypse. Hein. Il n'y avait plus d'arbres, plus de construction, plus de maisons. Tout était écroulé. 3 chars américains, 3 chars allemands, des canons. Et là aussi, on a vu les soldats étaient restés, les Américains avaient ramassé leurs morts. Les Allemands, probablement, faute de moyens et de temps, les cadavres étaient restés là. À mi-champ, Jean Lambert se souviendra toujours de ce réveillon de Nouvel An. Ils ont réveillonné donc en bas, donc les soldats. L'état-major était parti précipitamment, vraiment comme s'il craignait quelque chose. Et effectivement, quelques heures après leur départ, un avion est passé en rase-motte ici, et il a lâché donc 4 bombes, 2 fois des bombes jumelées, mais heureusement il a raté la maison, et dans chaque trou on pouvait mettre à peu près notre maison. Et vraisemblablement, est-ce que l'état-major savait qu'ils étaient repérés? En tout cas, ils étaient partis précipitamment. Et nous étions, donc là, il y a une formidable explosion. Et je me rappelle que, chose curieuse, au lieu, donc comme on était tellement près, les bombes sont tombées tout près, j'ai vu les carreaux qui, au lieu de rentrer dans la maison, se gonflaient et sortaient à l'extérieur. Inutile de dire qu'il ne restait plus un seul carreau. David Craig se souvient aussi de ce réveillon qu'il a passé à Bayonville. Une dame là-bas a fait des gaufres belges pour nous pendant toute la journée, pour le réveillon de Nouvel An. Et elle a travaillé très dur pour faire toutes ces gaufres, pour toute la batterie. Elle a nourri plus de 100 personnes, alors que les conditions étaient difficiles, vous savez. J'imagine que la nourriture était plutôt rare. Et nos gars avaient toujours faim. Et je me souviens que quand je suis entré et que j'ai vu les gaufres belges, je me suis dit que j'allais en manger 3. Je n'en ai mangé qu'une et j'en ai eu plus qu'assez. And I was filled right up.